Bonjour à tous, retour sur la nature, toujours dans le grand 1, nous opposons donc nature et culture. Et aujourd'hui, comme je vous l'annonçais, nous allons nous demander, dans un troisième et dernier temps donc, de cette opposition, comment s'opère le passage que nous avons tous connu et que nous ne cessons de refaire au quotidien entre la nature et la culture. Comme je vous l'annonçais hier, ça va nous amener à parler pas mal du rôle d'autrui et de la société, en particulier la société de consommation dans notre quotidien. Et donc, pour comprendre ce passage de la nature à la culture, je vous propose de commencer par travailler sur le passage de ce qu'on peut appeler le besoin au désir, puisque beaucoup de nos réflexions vont tourner autour de ça. Quand on passe de la nature à la culture, on passe de quelque chose qu'on partage avec tous les autres animaux, qui est la sphère du simple besoin, à quelque chose de beaucoup plus complexe et humain qu'on va élucider ensemble sous le nom de désir. Alors pour organiser un petit peu tout ça conceptuellement, ce que je vous conseille de retenir, c'est que le besoin, c'est à strictement parler ce qui est nécessaire à notre survie. Donc évidemment, les premiers exemples qui viennent, c'est manger, boire, dormir, respirer, etc. Ce qui caractérise le besoin, c'est que si on ne le satisfait pas, on met notre processus vital en danger. C'est pourquoi on dit qu'il est nécessaire à la survie. Et du coup, il a une forme cyclique. Il revient sans cesse. Il ne cesse que avec la mort. Il a quelque chose du coup de constant, il se régénère sans cesse. Ce n'est pas parce qu'on s'est rempli l'estomac une bonne fois qu'on va pouvoir ne plus le faire par la suite. Il faudra recommencer sans cesse à dormir, à boire, à manger. Donc il a cette forme cyclique indépassable. Il correspond à notre partie animale et donc à quelque chose de totalement naturel. Quand on passe de la nature à la culture, on peut dire qu'on passe du besoin au désir parce qu'on pénètre dans une sphère qui, elle, n'est plus de l'ordre de la nécessité pour la survie, mais qui est de l'ordre du superflu. Le désir, à proprement parler, justement, va au-delà de ce qui est simplement nécessaire à la survie. Et même si il y a, vous le savez, un usage abusif du terme besoin qui nous fait qualifier de besoin au quotidien des choses qui ne sont pas strictement nécessaires à la survie. On va pouvoir dire qu'on a besoin d'être connecté, d'avoir un certain nombre d'heures d'écran, qu'on a besoin de faire du sport, qu'on a besoin de manger telle nourriture compliquée à se procurer. En fait, à strictement parler, ici, on devrait parler de désir. Le désir, c'est la sphère en philosophie proprement humaine qui nous fait dépasser justement le besoin animal, qui nous fait rentrer dans tout un tas de sphères sociales qui sont évidemment très temporelles en fonction de l'époque, en fonction du lieu. Les désirs vont évoluer, vont être différents. Et donc, si vous utilisez ces termes dans une copie de philo, et on travaillera ensemble en classe sur des sujets qui les font justement apparaître, veillez à bien distinguer besoin naturel et désir culturel. À proprement parler, le besoin donc est naturel, mais souvent on en vient à l'utiliser au quotidien pour qualifier tout ce dont on ne peut plus se passer, mais en faisant référence à des choses que nous avons nous-mêmes créées comme des besoins et qui n'en étaient pas au départ d'un point de vue naturel. Et du coup, philosophiquement, on va souvent associer ça à une notion qui va nous suivre un petit peu toute l'année, qui est celle de passion. Si vous vous arrêtez sur ce mot un instant, vous pouvez constater que étymologiquement, la passion, c'est le contraire de l'action. Pensez un petit peu à la voie, par exemple, active ou passive que vous avez apprise en conjugaison. Vous allez retrouver la même idée. La passion, du coup, c'est ce qu'on subit. C'est tout ce qui, en quelque sorte, nous dépasse, nous emporte, qui, en quelque sorte, correspond à une absence de contrôle. C'est pourquoi, d'ailleurs, elle est souvent, quand il s'agit de passion amoureuse, associée à quelque chose de dangereux qui peut nous ravager, quelque chose qui peut être fatal et qu'elle a mauvaise réputation. Du moins chez les philosophes qui rationnellement voudraient essayer de la dominer et de l'éliminer. Donc, je faisais cette petite parenthèse sur le terme passion parce qu'on va souvent le retrouver et l'utiliser ensemble. Donc nous, ce qu'on retient pour l'instant,
c'est que l'homme devient pleinement un homme quand il s'élève au-dessus du besoin strictement animal et développe justement des désirs en quelque sorte superflus. Par là, pour reprendre des expressions utilisées par Emmanuel Kant, donc le grand philosophe allemand de l'époque des Lumières, qui est si représenté au bac que tout candidat le connaît et l'a croisé pas mal de fois pendant l'année. Pour le dire avec les mots de Kant, on pourrait dire que c'est grâce au désir qu'il développe en tant qu'être humain, et qu'il élève donc au-dessus des besoins naturels animaux, que l'homme, en quelque sorte, se libère. Alors lui, il va dire s'émancipe par rapport à la nature. Et c'est vrai que ce qui caractérise l'homme, c'est justement qu'il a tout un tas de comportements qu'on pourrait qualifier de créatifs, que la nature ne lui ont pas dicté, et qui, en quelque sorte, le libère parce que, alors que les animaux restent un petit peu esclaves de leur instinct, de comportements programmés dont ils ont du mal à sortir, on pourrait dire que les hommes, eux, justement, ne sont pas si prévisibles parce qu'ils ne cessent de sortir de ces barrières, d'inventer des comportements qui, quelque part, parfois, en viennent à contrarier les instincts naturels, justement. Quand une femme, par exemple, porte un corset si serré qu'elle en vient à s'évanouir aux premières émotions et qu'elle a du mal à respirer, on voit bien qu'elle contrarie un instinct naturel qui est celui de la respiration, et fait quelque chose qui, pour répondre à des codes culturels de manière très créative et qui peut sembler à quelques siècles de distance quand on regarde ces images un petit peu absurdes, on vient à contrarier justement ce qui est naturel. De la même manière, on pourrait prendre comme exemple le fait de consommer des substances qui naturellement dégoûtent tout le monde au premier abord, en particulier tout ce qui est de l'ordre des drogues. Rappelez-vous la première bouffée de cigarette, pour ceux qui ont des souvenirs de ce point de vue-là, la première gorgée de bière. On voit bien qu'il y a une barrière à dépasser, que l'instinct nous pousse d'abord contre ça, et que c'est pour des motifs culturels, souvent c'est pour s'intégrer, c'est pour faire ses preuves en société qu'on va en venir à dépasser un dégoût naturel. De la même manière, comme vous voyez sur cette image, des pratiques comme celle-ci, le saut à l'élastique ou le saut en parachute, qui nous poussent à contrarier un certain nombre d'instincts, et c'est toute la saveur de l'expérience certainement, sont justement proprement humaines, créatives, et vont très au-delà de ce que la nature nous avait programmé pour faire d'un point de vue animal. Alors c'est ce qui peut pousser à dire que la nature finalement nous maintenait dans des comportements assez programmés, automatiques, tous ceux que nous avons en commun avec les autres animaux, alors que c'est dans la sphère de la culture justement que l'homme va développer pleinement tout son potentiel humain. Et de ce point de vue-là, ce philosophe, Bachelard, un philosophe français qui est l'auteur d'un ouvrage très poétique et très original qui s'appelle « La psychanalyse du feu », dans lequel il s'intéresse pas mal à ce que le feu a apporté aux hommes à la préhistoire. On y reviendra ensemble dans le cours sur la technique, va dire que c'est justement quand l'homme s'élève au-dessus du simple besoin animal de manger et commence à développer le désir superflu de faire dorer la galette, comme il dit, de faire croustiller, de rendre la nourriture pas seulement apte à survivre, mais propice à apporter des plaisirs qui finalement sont totalement superflus pour la survie, mais qui procurent déjà à nos ancêtres préhistoriques cet attrait qui va mener ensuite à tout le développement de l'art culinaire. Et bien, comme dit Bachelard, c'est ici quand l'homme découvre le plaisir de manger, en passant du cru au cuit en particulier, de faire dorer la galette, qu'il entre pleinement dans la sphère de l'humain. Pour synthétiser ça, je vous mettrai sur le polycopier une très belle phrase de Bachelard qui nous dit justement que la recherche du superflu donne une excitation spirituelle plus grande que la conquête du nécessaire. Quelque chose qu'on peut éprouver et illustrer de mille manières dans la vie quotidienne,
Souvent, c'est non pas le fait de manger, mais de manger telle chose, de se procurer tel plaisir, non pas de se couvrir, mais de porter tel vêtement qui va exciter finalement les convoitises, qui va nous faire déplacer des montagnes, qui va nous faire nous donner du mal. Donc, on peut associer la phrase de Bachelard à ce passage du besoin au désir, de la nature à la culture. Pour finir d'expliquer ça, je vais faire référence à ce philosophe allemand que je vous avais annoncé, Hegel, qui au 19e justement, se concentrant sur le passage du besoin au désir, développe une théorie qui est extrêmement intéressante, qui va souvent nous éclairer, qu'on va pouvoir exploiter un grand nombre de fois pendant l'année, pour expliquer ce passage de ce qu'il appelle le moi naturel, celui qui correspond au besoin, au moi humain, celui qui correspond au désir. Il utilise le concept de la médiation d'autrui. La médiation d'autrui, c'est-à-dire autrui comme moyen, en particulier le regard d'autrui, qui justement va nous faire nous élever bien au-dessus du simple besoin et nous faire rentrer pleinement dans la sphère du désir. Pour illustrer ça, on pourrait dire que, par exemple, nous n'avons besoin, pour nous couvrir, nous protéger des intempéries, que d'une simple cabane. Mais parce que ceci va être médiatisé par le regard d'autrui, nous allons avoir tendance à désirer non pas une simple cabane, mais un palais, une maison qui va avoir tout un tas de qualités totalement superflues pour ce qui est du besoin naturel, mais qui va nous apporter quelque chose d'extrêmement précieux. On pourrait évidemment reprendre le raisonnement avec d'autres exemples, celui de la voiture, celui du vêtement ou autre, qui va nous permettre évidemment d'accéder à quelque chose qui, d'après Hegel, est suprêmement précieux et qui est le moteur de la vie sociale. C'est ce après quoi nous allons courir sans cesse, et qui est donc motivé par le regard d'autrui. C'est ce que Hegel appelle, à travers la médiation d'autrui, le désir de reconnaissance, qui fait que déjà le petit enfant dans la cour de l'école va vouloir les chaussettes Spider-Man, les baskets qui font de la lumière, que l'homme assoiffé de reconnaissance sociale va préférer rouler dans une Porsche que dans une voiture familiale, et que tous les objets qui symboliquement au sein de chaque société, quelle que soit la culture, l'époque, la figure que ça peut prendre, vont permettre d'accéder à la reconnaissance d'autrui, vont être placés au-dessus de tout dans l'ordre du désir. Donc cette thèse de Hegel liée à la médiation d'autrui et ce concept central de désir de reconnaissance vont souvent nous aider à expliquer, à décrypter. On fera une séance d'1 heure spécialement là-dessus en classe, le fonctionnement de la société de consommation. Je n'intègre pas ça à cette séance parce qu'on peut en faire une petite séquence à part avec des textes bien spécifiques. Alors évidemment, on pourrait ici dénoncer un certain nombre d'excès. Là, je suis en train de vous montrer des images de figures totalement délirantes, des extrêmes dans lesquels peut tomber en société celui qui est trop assoiffé, jusqu'à des fois de manière pathologique, trop assoiffé de désir de reconnaissance. Vous avez ici, à travers ces corps bodybuildés, ces Barbies qui sont passées je ne sais combien de fois sous les bistouri des chirurgiens esthétiques, une image assez frappante des délires auxquels peut mener le désir de reconnaissance, très éloigné évidemment de la sphère du besoin. On peut aussi ici réutiliser ce fameux exemple littéraire que j'ai déjà pris en classe. Je vous ai dit qu'on le retrouverait régulièrement, qui est celui de Robinson Crusoe. Puisque Robinson Crusoe, comme j'avais commencé à vous le dire, pendant la première période de sa vie sur l'île, telle qu'elle est racontée dans le livre de Tournier, Vendredi ou les lames du Pacifique, va commencer par se déshumaniser. Lors de la première période, Robinson va vivre avec des pécaris, c'est en gros des cochons sauvages, pendant une période qu'on ne peut pas finalement
déterminé, puisqu'il perd la notion du temps en perdant son humanité, il va finalement régresser, et c'est certainement ce qui guetterait chacun d'entre nous dans cette situation, au fil des ans, n'ayant plus la motivation justement fournie par le regard d'autrui, celui qui nous pousse à nous préparer, à nous habiller, à nous maquiller, à nous entretenir, qui fait que par exemple on ne prend pas soin de la même manière de soi quand le matin où on va au lycée, et surtout où on a un rendez-vous qui nous tient à cœur, et puis le jour où on va traîner à la maison en sachant que personne ne nous verra, et qu'à ce moment-là on peut se laisser aller de manière décomplexée. Alors imaginez Robinson, dans son journal intime, il va finir en y revenant, par expliquer que voilà, peu à peu, il perd la motivation de se laver, de se coiffer, d'entretenir sa barbe, et puis il finit par abandonner son dernier haillon aux épines d'un buisson, et puis pour se protéger des ardeurs du soleil, puisque c'est quand même un anglo-saxon rouquin à la peau fragile, il en vient à passer de plus en plus de temps dans une mare de boue où vivent des cochons sauvages, et puis il en vient à faire sous lui, et puis à se rouler dans ses propres déjections, et puis à manger des choses ignobles, à même le sol, à ronger des charognes, et finalement il revient au stade animal du pur besoin, justement parce qu'il n'a plus rien à désirer, et parce qu'il n'y a plus justement ce moteur qui est celui du désir de reconnaissance, et que du coup il en vient à vivre de manière purement bestiale. Alors c'est quand il va remonter la pente, j'aurai l'occasion dans le cours sur le travail de vous expliquer quel va être le déclencheur de cette reprise en main de son destin sur l'île. C'est à ce moment-là que Robinson justement va pouvoir regravir les échelons, arrêter de vivre de manière purement animale en répondant à minima à ses besoins naturels pour survivre, et qu'il va recommencer à désirer des choses en faisant justement comme si autrui était là, c'est-à-dire que sa ruse, qui est finalement celle souvent des enfants qui grandissent seuls, ou des personnes âgées qui sont un petit peu à l'abandon, ça va être de faire comme s'il y avait quelqu'un, ce fameux copain imaginaire, cet alter ego invisible, qui mène certaines personnes, vous avez dû en croiser dans les queues des supermarchés, à parler seul, ce qui n'est pas forcément un signe de folie, contrairement à ce qu'on croit, ça peut être justement une ruse pour ne pas tomber dans la folie. Alors c'est là que vous êtes nombreux à penser à ce film qui est proche finalement de l'histoire de Robinson Crusoe, mais qui parle d'un autre citoyen des siècles plus tard, cette fois américain, qui est le film avec Tom Hanks qui s'appelle Seul au monde, sur lequel on reviendra aussi, je vous en montrerai certainement un ou deux extraits en classe, et il est très intéressant à utiliser, précisément parce que la ruse trouvée par le héros du film consiste à utiliser un ballon de la marque Wilson, donc qui va s'appeler tout bêtement Wilson, comme un substitut, une sorte d'ersatz de visage humain. Il lui dessine des yeux et une bouche, et il se met à lui parler, et en fait sous le regard qu'il imagine de ce ballon qui va devenir son compagnon pour ses 3 ou 4 ans de survie sur l'île, ça va lui permettre de retrouver, de continuer justement de rester dans la sphère de l'humain. Et c'est exactement ce que va faire Robinson pendant la deuxième période de la vie sur l'île. Il va faire, on pourrait croire qu'il est devenu fou, sauf que c'est tout le contraire, il va faire comme si l'île était habitée. Il va aller jusqu'à se nommer lui-même gouverneur de l'île, qu'il va baptiser Speranza, l'espoir, espérance. Il va écrire une charte de l'île avec tout un code. La plupart des articles commencent par « les habitants de l'île ». Alors on pourrait rire en disant le pauvre Robinson est devenu complètement fou puisqu'il est seul sur son île, et il stipule en particulier, on y reviendra dans le cours sur la conscience, une obligation pour tous les habitants de l'île de parler à haute voix, justement parce que ça l'oblige à rester humain, et il va en permanence faire un petit peu comme si il était dans une sorte de société sur une île habitée, justement pour ne plus régresser au stade animal du simple besoin.
Donc ici, on a une image très forte de ce qui pourrait nous attendre dans le sens inverse de celui que nous avons connu. Si nous devions régresser au stade de la nature, heureusement c'est quelque chose qui est extrêmement rare, puisque une fois que nous avons été en quelque sorte accueillis culturellement par nos semblables et que nous avons acquis une culture, nous y baignons de manière tellement naturelle justement que nous avons tendance à oublier qu'elle a été acquise. C'est ce qu'on appelle une seconde nature, bien souvent dans le langage courant. Donc ici, je vous invite à retenir cette idée que le passage de la nature et la culture, qui s'est fait quasiment à notre insu, et qui s'est joué pendant nos premières années de vie, en fait dès les premiers jours de vie, finalement nous fait presque oublier cette partie naturelle en nous, comme on l'avait déjà vu dans les 2 premiers cours, et que néanmoins il ne faut jamais oublier que c'est quelque chose qui requiert le rôle d'autrui. On va le montrer tout de suite. Donc retenons donc cet exemple de Robinson dans cette première partie de sa vie sur l'île qu'on peut nommer la souille. La souille, c'est le nom qu'on donne justement à une mare de boue comme celle dans laquelle il passe son temps pour se protéger du soleil avec ses cochons sauvages. Alors, à ce moment-là, on peut considérer que Robinson n'est plus un homme. On l'a dit, il vit comme un animal. Il s'est déshumanisé. Ce qui va de pair avec cette idée que la culture, finalement, est, et là je vous ai mis en rouge les 2 termes que je vais citer, parce que ce sont 2 repères, ces fameux termes de vocabulaire qui vous rapportent des points au bac. La culture est essentielle et nécessaire pour être un homme. Alors je sais qu'avec certaines classes, j'ai déjà eu l'occasion de définir essence et accident, avec d'autres non, donc j'y reviendrai au cas par cas, mais pour faire là court et simple, ce que vous pouvez retenir, c'est que quand on dit que la culture est nécessaire pour être un homme, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de contingent, ça veut dire que si vous enlevez la culture à un être humain, vous lui faites perdre son humanité, ce qui reste, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'animal, je vais l'illustrer tout de suite, et quand on dit que c'est essentiel, ça veut dire que ça fait partie de sa nature profonde, ce n'est pas un accident. Alors je reviendrai au cas par cas avec chaque classe sur ces couples de repères. Ici, je vous ai mis une image d'une petite fille qui s'appelle Natacha, enfin qu'on a nommée comme ça, qui est un des plus récents exemples de ce qu'on appelle les enfants placards. Donc les enfants placards, si vous en avez déjà croisé dans les journaux, les news, c'est assez fascinant. Ce sont justement des exemples d'êtres humains qui, en quelque sorte, ont été privés de culture parce qu'ils n'ont pas été mis en contact avec leurs semblables. Ce sont des enfants qui souvent sont issus de relations incestueuses, nés de parents, de mères souvent atteints de démence et qui vont du coup être même pas déclarés. Alors la petite Natacha, elle a été jetée dans une cave, c'était au fin fond de la Sibérie, elle a été jetée dans une cave où elle a survécu pendant 5 ans, puisque quand on l'a découverte, elle avait à peu près 5 ans, même si elle avait les mensurations d'un enfant de 2 ans à cause de la malnutrition, où elle a grandi avec des chiens et des chats. Et pour creuser cet exemple de la petite Natacha, ce que faisait Natacha, c'était qu'elle aboyait, elle miaulait, elle feulait, elle lapait la nourriture, elle n'avait jamais développé ni la bipédie, ni la parole, ni les comportements, les marqueurs des comportements humains, parce que privée justement de l'imprégnation culturelle, elle en était restée au stade animal, et par mimétisme évidemment, elle se comportait comme les animaux avec lesquels elle avait grandi. Donc ce que nous montrent ces exemples d'enfants placards, c'est que si le contact avec autrui n'est pas là, l'humanisation ne peut pas avoir lieu, et que la nature de l'homme finalement, c'est ça qu'on va retrouver sans cesse philosophiquement, n'est pas quelque chose de donné, c'est quelque chose qui doit se développer, que sans culture, l'homme ne peut pas accomplir son humanité et justement stagne à un niveau animal qui fait qu'on n'y trouve pas encore un homme. Alors, la deuxième vignette que je vous ai mise ici correspond à une image des orphelinats
roumains qui ont été tristement rendus célèbres après la chute de Ceausescu dans les années 80, lorsque donc, les frontières ont été ouvertes et que les organisations de santé qui ont pénétré dans le pays ont trouvé des centaines d'enfants comme ça dans les orphelinats qui étaient atteints de quelque chose qu'on appelle l'hospitalisme. Hospitalisme, ça vient de l'ancien nom des orphelinats qui étaient les hospices, et c'est quelque chose qui a pendant des siècles affecté un bon nombre d'enfants dans les orphelinats, les hospices, qui était un retard de croissance, un retard de développement, une déficience aussi bien sur le plan moteur que sur le plan intellectuel et psychique, qui fait que ces enfants demeuraient, comme on disait, attardés, ne développaient ni la marche, ni le langage, ni la parole, et en fait un grand nombre d'entre eux mouraient avant d'avoir atteint même l'enfance, justement parce qu'ils étaient privés d'un contact humain suffisant. Ils étaient langés, ils étaient nourris, ils recevaient des soins minimaux, mais passaient en gros leur journée allongée à regarder un plafond, et n'étant pas assez stimulés, ne recevant pas assez justement de contact humain, eh bien ils restaient en deçà de leur potentiel, ne développaient pas leur faculté humaine de manière normale. Et du coup, là aussi, vous pouvez utiliser ça pour montrer que finalement un être humain, pour s'humaniser, pour s'élever au-dessus de la nature, de la survie animale, a besoin justement de choses qui peuvent sembler superflues, mais qui finalement vont faire son humanité. Entre parenthèses, on pourrait évoquer ici le fait qu'on a commencé à comprendre finalement assez tardivement. Pendant les 20 dernières années, on a fait d'énormes progrès concernant les prématurés, leur taux de survie, quand on a compris que finalement on décuplait leurs chances de survie en les plaçant non pas dans des couveuses, des machines ultra sophistiquées où ils étaient privés de contact humain, mais qu'on reprenait cette bonne vieille méthode du pot à pot, qui consistait à les coller dès la naissance en quelque sorte contre le torse de la mère, sous des bandes, même si c'est un milieu moins aseptisé, finalement c'est ce contact peau à peau et le maintien en quelque sorte avec le corps et le rythme cardiaque et le contact humain qui permettait une plus grande survie chez les grands prématurés. Alors, donc, ce passage de la nature à la culture, comme je viens de vous l'expliquer, nécessite à la fois autrui, toute une société, sur laquelle, donc, le rôle de la société sur lequel nous reviendrons. Et donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que la nature humaine, finalement, n'est qu'une structure d'accueil, quelque chose qui sert de socle, qui est fait pour recevoir une culture qui va permettre vraiment de développer des capacités humaines, et que ce n'est pas quelque chose de prédéterminé de ce point de vue-là, et qu'elle peut prendre énormément de formes. C'est ce dont nous allons parler dans la deuxième partie du cours, la semaine prochaine, en classe, à travers justement la notion d'ethnocentrisme. Pour conclure cette séance, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, comme nous le disions au début, à travers le tableau que nous avions rempli lors de la première séance, la différence entre la nature et la culture, c'est que, tandis que la nature renvoie à l'automatisme et à la spontanéité, la culture requiert en permanence un travail, de la volonté, des efforts. Vous en savez quelque chose chaque jour au lycée. Et de ce point de vue-là, on pourrait se sentir en quelque sorte dans une situation défavorisés par rapport aux autres animaux. Après tout, eux naissent avec un programme qui est déjà largement implanté. Ils ne vont pas avoir besoin d'aller à l'école pendant de longues années pour apprendre à communiquer ou autre. Et ils vont, par exemple, pour prendre sûrement l'exemple le plus caricatural, celui qui nous vient en premier à l'esprit, ils vont savoir marcher dès les premières minutes de vie, alors que l'homme va devoir laborieusement apprendre ça sur plus d'une année. Et donc on pourrait avoir le sentiment que l'homme, quelque part, de par ce challenge qu'il a d'ajouter sa culture à sa nature, est défavorisé. Mais en vérité, tout ceci peut être vu également, c'est le revers de la médaille et le côté doré,
comme une chance, comme la chance finalement de notre espèce, parce que c'est ce qui nous rend perfectibles et qui fait que, contrairement aux abeilles que je citais dans la dernière séance avec leurs ruches qui n'ont pas évolué depuis 50 millénaires, nous, grâce à la culture, justement, nous ne cessons en quelque sorte de progresser. Chaque génération, en quelque sorte, en un sens, paye le prix fort, puisque chaque génération, chaque individu doit recommencer quasiment tout l'apprentissage, puisque la culture ne s'inscrit pas dans nos gènes, ne se dépose pas dans notre organisme. Chacun doit aller sur les bancs de l'école, chacun doit apprendre et transmettre à son tour à ses descendants tout ce qu'il a appris. Et c'est ce qui fait certainement la difficulté d'être un homme. On pourrait comparer ça à ce qui se passe justement chez d'autres animaux sociaux comme les fourmis ou les abeilles. Vous avez peut-être entendu parler de cette expérience fascinante qui a consisté à prélever des jeunes fourmis au sortir de l'œuf au moment de l'éclosion, c'est-à-dire avant même qu'elles aient pu en quelque sorte voir pratiquer la fourmilière. On a fait la même chose avec des abeilles pour le milieu de la ruche, et donc on les prélève à la sortie de l'œuf et on les met ensemble et on voit ce qu'elles font. Et ce qu'elles font, c'est une fourmilière. C'est-à-dire que c'est inscrit en quelque sorte dans leur gène d'instinct, elles font une fourmilière. Ça ne marche pas du tout avec les hommes, justement parce que pour nous, comme je vous le disais, la culture ne s'inscrit pas dans nos gènes, n'est pas déposée dans notre organisme, et donc nous avons ce fardeau d'apprentissage constant. Mais en même temps, cela représente une chance, puisque c'est grâce à ça que l'homme est perfectible et que nous ne cessons de repousser nos limites, nous ne cessons aussi de développer de nouveaux désirs, superflus certes, mais ô combien humains. Nous ne cessons de pouvoir rêver plus loin, nous ne cessons de pouvoir développer chacun à notre manière notre humanité en sortant justement de simples instincts, automatismes et assouvissements de besoins universels. Donc de ce point de vue-là, nous avons une grande liberté, comme le disait Kant, nous pouvons nous émanciper, et une grande perfectibilité. Et on s'arrêtera sur cette idée, et en attendant, je vous souhaite un bon repos pendant le week-end pour être d'autant plus perfectible la semaine prochaine, et je vous dis à très vite, à lundi pour une partie d'entre vous. Bon week-end!